Los Angeles, Californie. La salle de bal du The Beverly Hilton était bondée. Jeudi soir, le 12 mars 1974. Plus de 300 invités remplissaient les tables du gala annuel de l'American Film Institute. Les lustres scintillaient au-dessus des têtes. Le champagne coulait à flots. Les plus grandes stars d'Hollywood se mêlaient aux réalisateurs, producteurs et figures politiques dans ce genre d'événement à la fois glamour et explosif sur le plan politique. Les conversations étaient bruyantes, les rires encore plus forts, et personne ne prêtait vraiment attention à la table près de la scène où Muhammad Ali était assis avec sa femme Belinda, observant la cérémonie avec cette intensité silencieuse qui le caractérisait hors caméra. Personne ne remarqua quoi que ce soit, jusqu'au moment où Clint Eastwood se leva de sa table réservée au premier rang. Son visage était rouge, autant à cause du vin coûteux que d'autres choses. Quelque chose de plus sombre qui grandissait en lui depuis le début de la soirée, tandis qu'il regardait Ali recevoir des ovations chaque fois que les caméras se tournaient vers lui. Eastwood commença à marcher, non, à foncer vers la table d'Ali. Son attaché de presse courait derrière lui. Les invités se retournaient, car son langage corporel, rigide et agressif, annonçait clairement qu'un drame allait éclater. Ce qui se produisit dans les 90 secondes suivantes serait filmé par 3 caméras de télévision, vues par plus de 300 des personnes les plus puissantes d'Hollywood, et deviendrait le moment le plus controversé de l'histoire du divertissement. Un moment si choquant que les images auraient été cachées pendant des années. Un moment qui détruirait la réputation d'un homme et renforcerait la légende d'un autre. Un moment prouvant que le courage ne vient pas des scénarios de cinéma. Mais pour comprendre pourquoi ce que Muhammad Ali fit ensuite réduisit toute la salle au silence et changea Hollywood à jamais, il faut d'abord savoir ce que Clint Eastwood dit en premier. Clint Eastwood arriva à la table de Muhammad Ali sans se pencher discrètement pour parler à voix basse, sans demander une conversation privée, sans garder cette fausse politesse hollywoodienne entre célébrités censées se respecter en public malgré leurs différends. Au lieu de cela, Eastwood frappa violemment la table d'Ali. Les coupes de champagne sautèrent, les couverts tremblèrent, et il parla assez fort pour que les conversations des tables voisines s'arrêtent immédiatement. « Tu as vraiment du culot de venir ici ce soir. » Sa voix traversa la salle comme une lame. « Tu crois qu'éviter la conscription fait de toi un héros ? Tu crois que refuser de servir ton pays, c'est du courage ? » Toute la salle se figea. 300 personnes cessèrent de parler, de bouger, presque de respirer. Parce que Clint Eastwood, la plus grande star d'action d'Hollywood, l'homme dont les films Dirty Harry avaient fait le symbole américain de la justice implacable, attaquait publiquement Muhammad Ali. Mais Eastwood n'avait pas fini. « Tu n'es rien d'autre qu'un déserteur qui a eu de la chance sur un ring. Les vrais hommes servent leur pays. Les vrais hommes ne se cachent pas derrière la religion et de grands discours quand leur nation les appelle. » Puis, il se pencha encore plus près d'Ali. « Tu veux savoir ce que tu es ? Un lâche avec une grande bouche. Et la seule raison pour laquelle on te célèbre, c'est qu'Hollywood est rempli de gens trop faibles pour te dire la vérité. » Puis, Eastwood prononça les mots qui allaient définir ce moment pour toujours. « Tu n'es qu'un agitateur bruyant qui ne connaît pas sa place dans ce pays. » L'air sembla quitter la pièce. Certains invités eurent un mouvement de recul, d'autres restèrent figés. La connotation raciale était évidente, le manque de respect total. Et pourtant, Muhammad Ali ne se leva pas immédiatement, il ne serra pas les poings, il ne montra aucun signe de colère. Il regarda simplement Clint Eastwood avec un calme absolu. Puis il sourit. Ce célèbre sourire d'Ali, celui qui apparaissait juste avant qu'il ne détruise quelqu'un. Quand Ali parla enfin, sa voix était si calme que les gens des tables voisines se penchèrent pour entendre. « Tu as fini, Clint ?» Toujours assis, toujours souriant. « Tu as tout sorti ?
Parce que j'aimerais savoir si tu as terminé de t'humilier devant tous ces gens avant que je réponde. » Le mot « humilier » frappa Eastwood comme une gifle. Ali continua, toujours calme. « Ce qui est intéressant, c'est que tu viens de me traiter de lâche. Toi, Clint Eastwood. » Puis Ali se leva lentement. Et soudain, l'atmosphère changea complètement. Muhammad Ali debout, épaule droite, présence imposante. C'était autre chose. « Toi, tu joues les soldats dans des films. Moi, j'ai défié le vrai gouvernement des États-Unis et j'ai dit non à leur guerre. » Ali fit un pas en avant. « Toi, tu fais semblant de te battre devant des caméras avec des cascadeurs. Moi, je suis champion du monde poids lourd. J'ai reçu de vrais coups de Sonny Liston, Joe Frazier et George Foreman. » Puis sa voix devint plus forte. « Tu récites des textes écrits par d'autres qui te disent quand être courageux. Moi, je parle avec mes propres mots et j'en paie les conséquences. J'ai perdu mon titre, 3 ans et demi de ma carrière, des millions de dollars. J'ai risqué 5 ans de prison. » Ali fixa Eastwood droit dans les yeux. « Et toi, Clint, qu'as-tu sacrifié exactement? Qu'as-tu risqué? Ton prochain contrat de cinéma ?» La salle entière resta silencieuse. Muhammad Ali était en train de démolir Clint Eastwood avec rien d'autre que des mots. « Tu veux parler de courage ? Alors parlons de qui est vraiment courageux et de qui joue simplement au courageux devant une caméra. » Et ce qu'Ali dit ensuite ne détruisit pas seulement Clint Eastwood ce soir-là. Cela détruisit son image pendant des années auprès de tous ceux qui avaient assisté à cette scène. Ali n'était pas surpris par cette attaque. Depuis sa conversion à l'islam en 1964 et son refus d'être enrôlé en 1967, il avait été traité de traître, d'anti-américain, d'ennemi. Mais il avait appris une chose essentielle. Le courage moral, celui qui consiste à défendre ses principes même quand le monde entier vous condamne, est plus puissant que n'importe quelle force physique. Clint Eastwood avait commis une erreur fatale. Il croyait que son statut de star hollywoodienne le protégerait des conséquences. Mais Ali avait déjà affronté de vraies menaces, de vrais ennemis, de vraies pertes. Comparé à cela, la colère d'une star de cinéma ne représentait rien. Eastwood ne comprenait pas que Muhammad Ali n'avait déjà plus rien à perdre. C'était du niveau amateur. Mais Muhammad Ali comprenait aussi quelque chose que Clint Eastwood ne comprenait pas. Le pouvoir du rapport de force. Il savait qu'en 1974, le paysage culturel américain était en train de changer. La guerre du Vietnam se terminait dans l'échec et la honte. Le mouvement des droits civiques avait transformé la façon dont beaucoup d'Américains voyaient la race et la justice. Les jeunes, ce public dont Hollywood avait désespérément besoin, considéraient de plus en plus Ali comme un héros et la guerre comme une erreur. Le terrain moral changeait sous les pieds de l'Amérique, et Eastwood se trouvait du mauvais côté de l'histoire, sans même s'en rendre compte. Ainsi, quand Ali répondit à l'insulte d'Eastwood, il ne faisait pas que se défendre. Il donnait une leçon. Il traçait une ligne. Il créait un exemple qui résonnerait à Hollywood pendant des décennies. « Tu parles de servir ton pays, » dit Ali d'une voix désormais assez forte pour que toute la salle l'entende clairement. « Laisse-moi t'expliquer ce que signifie vraiment servir quelque chose. » Puis Ali parla. Et ces mots se récitaient dans les journaux de toute l'Amérique dès le lendemain. « J'ai servi mon pays en lui disant la vérité, » déclara Ali. « J'ai servi mon pays en disant que cette guerre était mauvaise, alors que tout le monde voulait que je me taise et que je me contente de combattre. J'ai servi mon pays en restant fidèle à mes principes, même quand cela m'a tout coûté. Ça, Clint, c'est le vrai service. Pas celui qu'on joue sur un plateau de cinéma. » Ali fit un autre pas en avant. Et pour la première fois, Eastwood recula. « Tu as obtenu un sursis pendant la guerre de Corée, pas vrai ?» La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. « Oui, j'ai fait mes recherches. Tu as obtenu un sursis.
tu n'as pas servi. Et maintenant, tu te tiens devant 300 personnes pour me traiter de lâche parce que j'ai refusé de combattre dans une guerre que je croyais injuste. » Plus tard, des témoins diraient que c'était à cet instant précis que le visage de Clint Eastwood changea. La colère disparut, remplacée par autre chose, le choc, la prise de conscience, la compréhension qu'il venait de commettre une erreur monumentale. « Tu gagnes des millions en jouant des héros, » continua Ali. « Moi, j'ai abandonné des millions pour en être un. Tu suis des scripts. Moi, j'écris ma propre histoire. Tu joues les durs devant des caméras. Moi, je suis dur dans la vraie vie. Et la différence entre nous, Clint, la vraie différence, c'est que lorsque tu rentres chez toi le soir, tu sais que tu joues un rôle. Quand moi je rentre chez moi, je sais que j'ai défendu quelque chose qui comptait réellement. » La salle demeurait totalement silencieuse. Les gens n'assistaient plus seulement à une dispute, ils étaient témoins d'un moment historique. La destruction symbolique d'une icône par un homme ayant prouvé son courage d'une manière qu'Eastwood ne pourrait jamais égaler. « Maintenant, tu peux t'excuser, » dit Ali, retrouvant cette voix froide et calme. « Ici même, devant toutes ces personnes qui t'ont entendu me manquer de respect. Tu peux montrer un vrai courage et admettre que tu avais tort. Ou tu peux garder le silence, et demain matin, tous les journaux d'Amérique publieront exactement ce que tu as dit et exactement comment tu as été incapable de le défendre quand je t'ai confronté. » Clint Eastwood resta figé. Sa bouche s'ouvrait puis se refermait sans qu'aucun mot n'en sorte. Son attaché de presse lui murmurait nerveusement à l'oreille, essayant de le faire partir. Les caméras continuaient de tourner, enregistrant chaque seconde de son humiliation. Et Muhammad Ali attendait simplement, patient, calme, lui laissant une chance de faire ce qui était juste. 10 secondes passèrent, puis 20, puis 30. Le silence devenait insupportable. Le visage d'Eastwood était passé du rouge au pâle. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, il se tourna et partit sans dire un mot de plus, sans excuse, sans défense. Il partit simplement pendant que 300 personnes observaient sa retraite et que 3 caméras enregistraient la scène. Muhammad Ali avait gagné sans lancer un seul coup. Le lendemain matin, vendredi 13 mars 1974, l'histoire faisait la une du Los Angeles Times. À midi, elle s'était répandue dans tous les grands journaux américains. Le The New York Times, le The Washington Post, le Chicago Tribune, tous publiaient des titres similaires. Clint Eastwood confronte Muhammad Ali lors d'un gala hollywoodien et repart en silence. Les images télévisées, d'abord dissimulées par l'American Film Institute, furent diffusées moins de 48 heures plus tard. ABC News les montra, CBS News aussi, puis NBC News. L'Amérique entière regarda Clint Eastwood traiter Muhammad Ali de lâche. Puis vit Ali détruire cette accusation avec seulement des faits et une autorité morale incontestable. La réaction du public fut immédiate. Les journaux reçurent des milliers de lettres. Les chaînes de télévision furent submergées d'appels, et l'immense majorité soutint Ali. Même des gens qui avaient autrefois critiqué sa position sur le Vietnam virent dans ces images quelque chose d'indéniable. Un homme qui avait tout sacrifié pour ses convictions face à un homme qui n'avait rien sacrifié du tout. Et ils comprirent qui possédait le vrai courage. Le publiciste de Clint Eastwood publia un communiqué le samedi. « Monsieur Eastwood regrette tout malentendu qui aurait pu se produire lors de l'événement de jeudi. Aucune excuse réelle. Aucun aveu clair. » La réponse d'Ali arriva moins d'1 heure plus tard devant son gymnase d'entraînement à Los Angeles. Il n'y a eu aucun malentendu. 300 personnes ont entendu ce qu'il a dit.
Les caméras ont enregistré ce qu'il a dit. Il m'a traité de lâche parce que j'ai défendu mes convictions. Et quand je lui ai demandé d'expliquer son propre courage, il n'a pas pu. Il est juste parti. Ça vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la différence entre le vrai courage et le courage de façade. L'histoire continua à dominer les journaux pendant des semaines. Une semaine plus tard, Clint Eastwood tint une conférence de presse. Il lut une déclaration préparée. « J'ai présenté mes excuses à Muhammad Ali pour mes commentaires déplacés. J'ai parlé sous le coup de la colère et dit des choses qui ne reflètent ni mes vraies opinions, ni mes valeurs. Monsieur Ali est un athlète remarquable et un homme de principe, et j'avais tort de suggérer le contraire. Mais il était déjà trop tard. Le masque du dur hollywoodien s'était fissuré. Ali avait montré au monde à quoi ressemblait la vraie force, et Hollywood ne pouvait pas écrire cela dans un scénario. Des années plus tard, dans une interview de 1990, Muhammad Ali revint sur cette soirée au Beverly Hilton. « Je ne garde pas de rancune, dit-il. J'ai pardonné Clint depuis longtemps. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Quelqu'un devait montrer à Hollywood, montrer à l'Amérique, qu'on ne peut pas manquer de respect aux gens simplement parce qu'ils défendent quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Clint m'a donné l'occasion de donner cette leçon, et je l'ai saisie. » Ce que Muhammad Ali prouva cette nuit-là dépassait largement le sport ou le cinéma. Il prouva que le courage moral, le courage de défendre ses convictions même quand cela coûte tout, est plus puissant que n'importe quel rôle qu'un acteur peut jouer. Il prouva que la vraie force vient des convictions, pas des scripts. Et il prouva que parfois, le combat le plus important ne se déroule pas sur un ring, mais dans une salle de bal, face à quelqu'un qui pense que sa célébrité lui donne le droit de vous humilier. Une insulte, une réponse de 90 secondes, un homme réduit au silence, et un héritage de courage qui inspira des millions de personnes.